à tous et bienvenue pour ce 44e épisode de La Tête à Papineau. 44e épisode, je le dis à chaque fois, mais oui, déjà. 44e épisode de la saison 5. Bienvenue à tout le monde, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager de la science et du savoir dans le plaisir. Un petit retour sur les derniers événements de Bistro Brain depuis notre dernier épisode. Il y a eu à Sherbrooke le 7 mai avec la Bistro Bataille, où nos leaders ont combattu férocement avec de la vulgarisation scientifique. C'était au Boquet-Bière avec 69 personnes. Ensuite, on a eu le 21 mai, toujours au Boquet-Bière, pour ne pas changer, des idées de génie avec 85 personnes. Finalement, à Montréal, le 14 mai, ce qui a clôturé notre programmation, on a eu l'événement Biodiversité avec 32 personnes. Un grand merci à tous les gens qui se sont déplacés à nos événements. Et surtout, si vous souhaitez revoir notre contenu, n'oubliez pas que tout est disponible sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, on va commencer cette émission, ce 44e épisode. Et je vais tout de suite dire bonjour à Loïc. Bonjour Julie. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. En Très ce heureux jour d'être de ici. soleil. Ouais, ça fait du bien après 3 semaines que de pluie. Exactement. On retrouve Loïc juste après avec la chronique. Bonjour Marika. Marika est à l'entrevue. Est-ce que ça va bien Marika aujourd'hui? Oui, ça va très bien Julie et toi? Super, super. Et on accueille également notre invité du jour, Alidiel. Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et vous? Très très bien. On a vraiment hâte d'entendre votre entrevue avec Marika tout à l'heure. Mais pour ce premier segment, je vais tout de suite passer la parole à Loïc qui va nous parler de la science dans la pop culture. Alors, merci Julie, merci. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît la rule of cool ou la règle du cool en bon françois? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Aucune idée. Je connais la règle du coude, mais ce n'est pas la même chose. Je On ne en connais parle pas. ici. Non. Je ne connais pas cette règle du coude, ok. Alors, si je vous dis la suspension volontaire d'incrédulité, est-ce que là, ça vous parle un petit peu plus? Non. Non. Ok, alors vous connaissez déjà, parce que la règle du cool est en lien justement avec la suspension volontaire d'incrédulité, vous le connaissez déjà, vous le faites de facto en fait quand vous regardez un film, vous lisez un livre, parce que c'est un principe de la fiction qui en fait stipule que les lecteurs ou les spectateurs acceptent en fait de mettre de côté leur scepticisme face en fait à l'œuvre qui va leur être présentée. Donc comment en fait ça va se traduire? C'est le fait en fait d'accepter la fiction comme étant une réalité le temps en fait qu'on est exposé à l'œuvre. Moi, je vais te dire tout de suite, quand j'ai vu Harry Potter, que j'avais 11 ans, je peux te dire que tout ce que j'espérais, c'était que ce soit vrai. J'attends toujours ma lettre. Ouais, bah moi aussi, exactement. Donc dans le cas de la règle du cool, c'est la même idée, à la seule différence que notre facteur d'acceptance en fait de à quoi on est exposé est proportionnel au facteur de coolitude que l'on nous présente. Ainsi, même si en fait ça fait peu voire aucun sens dans le cadre de l'univers où ça s'inscrit, on l'accepte parce que simplement c'est cool. Ça se trouve partout, on le voit dans le cinéma, on le voit dans la littérature, on le voit aussi d'autant plus dans les jeux vidéo. Est-ce que quand je vous dis ça maintenant avec cette définition, vous avez un peu des idées qui vous viennent en tête de ce que vous avez pu voir, lire, qui suit un peu cette règle? Clairement, il y en a plein. Les Marvel, c'est un exemple flagrant, Oui, je pense. on va en parler. On va pas trop s'étendre dessus. Les super-héros, même pouvoir respirer dans l'eau. Ouais. Aquaman. Il n'y a pas forcément besoin de super pouvoirs des fois. Oui, peut-être juste comme Game of Thrones aussi. Et les dragons? Bah ouais, carrément. Oui, les dragons. C'est clair. Ça marche pas? C'est pas... Comment ça? Je sais, là, j'irais plus mettre ça sur la suspension d'incrédulité. Le fait que tu acceptes que les dragons existent dans cet univers, que ça fait du sens de facto. Ouais. Parce que t'as pardonnez-moi si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui sont très fans du lore j'allais dire Lord of the Rings, de Game of Thrones. Mais de mémoire, il y a l'histoire avec les Targaryens qui sont liés avec les dragons plus ou moins par le sang. Donc ça serait plus pour moi de la suspension d'incrédulité que de la règle du cool. Même si c'est cool qu'il y ait des dragons. Si je vous dis justement Harry Potter, le fait qu'avec la cicatrice et tout, c'est cool qu'il ait une cicatrice. C'est par rapport à le sort de protection là. Pardonne-moi si c'est plus exactement ça, ça fait longtemps que j'ai... Non, c'est bon, c'est ça, c'est okay, ça. Okay. C'est fact-checké. L'arbitre approuve. C'est cool. Si jamais vous voyez aussi Matrix, toute la scène dans le premier film où ils sont dans le lobby, qui se mettent à courir sur les murs, ça sert à rien, mais c'est cool. Et c'est pour ça que la scène, en fait, fonctionne, entre autres. Ok, donc en fait, c'est pas forcément parce que c'est quelque chose de pas possible, c'est quelque chose qui, d'habitude, on le verrait pas, mais comme dans le film, ça s'inscrit sur la coolitude, là, on se dit, oh, ça passe. Fast and Furious, typiquement. Ah, exact. Ok. Fast and Furious.
J'associe Voilà. ça à la science-fiction, moi, pas mal, mais en fait, pas tant. Bah, pas que. Il n'y a pas que dans la science-fiction que ça s'implique, que ça s'inscrit, tu retrouves ça un peu partout au bout du compte. C'est juste que la science-fiction, ça s'y porte encore plus. Donc maintenant, on va se poser en fait, c'est quoi le lien avec donc la science dans la science-fiction parce que on en use et on en abuse pour justifier comment l'univers ou les protagonistes ou les antagonistes des fois fonctionnent pour la mise en scène. Donc je me suis dit pour ce dernier épisode de la saison, pourquoi pas discuter de différents éléments qu'on peut retrouver en fait dans divers univers de la science-fiction qui suivent plus ou moins cette règle et d'essayer de voir en fait ce qu'on peut en retenir en termes de science. Je tiens à dire que j'en ai quand même gardé une assez farfelue, mais c'est juste parce que c'est le dernier épisode de la saison, donc allez, prenons quelque chose de loufoque parce que c'est drôle. Pour le premier exemple que j'ai discuté, on va prendre le film de Iron Man de 2008. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent un peu? Parce que ça fait quand même un peu longtemps maintenant. Il y a tout le début, là, il est dans la voiture avec l'armée, puis bon, il se fait capturer, et il se retrouve dans une grotte à devoir construire justement sa première armure. Tony Stark, il vient en fait alimenter son armure grâce à un réacteur qu'il appelle Arc, justement. Le seul truc, c'est que il le présente, alors j'ai revérifié en re-regardant la scène, pas le film quand même, il présente ça comme un réacteur à fusion, et donc il vient clairement dire que ça utilise du plasma. Sauf qu'il y a quand même un petit problème, comme son réacteur est un réacteur à fusion miniaturisé, ça utilise donc le plasma, et le plasma c'est quoi? C'est très chaud, très 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 chaud, parce que c'est le quatrième état de la matière. Naturellement, on l'obtient en chauffant encore plus du gaz pour, du compte, le transformer en gaz ionisé. Pour rappel, dans la nature, qu'est-ce qu'on a en termes de plasma? Ça va être le soleil, par exemple. C'est justement plein de plasma. Maintenant, en termes de science, c'est justement le fait de chauffer, ça nous permet de venir arracher donc des électrons. On obtient ce qu'on appelle un gaz ionisé, et c'est ça qu'on va appeler le plasma. Et maintenant, en fait, la réaction de fusion, c'est quoi? C'est de faire entrer ces éléments-là en contact, enfin de les faire entrer l'un dans l'autre, justement, pour les fusionner, créer un élément plus lourd. Maintenant qu'on se dit que qu'on sait que notre soleil c'est une boule de plasma, on comprend rapidement en fait que le réacteur d'Iron Man devrait en théorie être très très chaud, même si après on vient regarder aussi en termes thermodynamiques, ce qui fait que techniquement si on vient l'installer dans son torse, on devrait s'attendre qu'avec l'émanation de la chaleur il commence à fondre. Mais vu que c'est cool qu'il ait un réacteur au milieu puis que c'est un peu genre l'icône du personnage, ça passe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème pour lui dans le film. Parce que c'est cool justement. C'est le premier exemple. Moi j'aurais dit ça pourrait refroidir, parce que regarde, James Webb c'est supposé être super chaud, il y a bien une phase qui refroidit sur le télescope. Peut-être qu'il utilise les mêmes matériaux. Comment ça c'est censé être super chaud? Il n'y a pas une histoire comme ça, qu'il y a une phase qui est supposée être chaude et du coup ils ont mis comme des réfrigérants d'un côté, donc tu peux imaginer. Moi ça m'a jamais choqué en fait que le réacteur de Tony Stark soit dans sa poitrine et que ça le fasse pas fondre. Parce que je me dis, il doit bien mais c'est exister surtout en termes une technologie de quantité d'énergie qu'il produit. C'est techniquement avec la quantité d'énergie qu'il produit, c'est censé genre rendre aussi de la chaleur. Accessoirement, j'ai aucune idée pour le télescope, mais je pense pas que c'est Moi je dis ça à travers mon chapeau. des températures, parce que le plasma, un petit soleil justement à peu près, c'est genre 1500-1600 degrés Kelvin. C'est la température de fusion de... Non, je vais dire l'acier, mais non, il me semble que l'acier c'est beaucoup plus bas. Mais genre c'est quand même 1600 degrés. Ouais, c'est très chaud. Voilà. Donc c'est pour ça que techniquement, tu te dis, si tu as un réacteur à fusion sur toi, à moins que tu aies un système de refroidissement, mais bon, on rappelle qu'il a quand même construit ça dans sa grotte avec du ACDC en fond. Peu probable. Voilà. Mais c'est cool. C'est l'idée. Maintenant, pour mon deuxième exemple, on va prendre un univers de science-fiction, je pense, qui est extrêmement populaire. Alors, ça dépend quel fan on va demander en fonction de ce qui vient de sortir au cinéma. C'est Star Wars. Dans Star Wars, la règle du cool, elle s'applique quand même pas mal, surtout pour des histoires de mise en scène. Il y a plusieurs choses qui suivent la règle du cool pour les besoins du cinéma, parce que sinon, justement, pour la mise en scène, elle va être plate. Pour ceux qui ont pu voir plusieurs des différents films, on a eu à plusieurs occasions des batailles spatiales. Si on prend juste le premier film, donc le numéro 4, il y a toute la bataille avec l'étoile de la mort. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on entend un peu le son des vaisseaux quand on a des plans à l'extérieur, dans le vide. Justement, c'est là que c'est important, on est dans le vide. Or, justement, si l'univers en tant que tel, si on respecterait la physique, si la caméra et donc l'observateur serait situé à l'extérieur des vaisseaux, on n'aurait techniquement pas de son, sauf qu'on entend les bruits des vaisseaux, on entend justement les piou-piou quand ça tire. Donc, c'est un peu problématique. Pourquoi ? Parce que le son, c'est quoi à la base ? C'est une onde mécanique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une onde mécanique ? C'est-à-dire qu'il y a besoin en fait de matière pour se propager, parce que c'est une vibration. Et dans le vide, vu que c'est composé de vide,
on peut pas avoir cette vibration qui se transporte. Donc c'est pour ça que si l'observateur est à l'extérieur, ça ne fait pas de sens. Par contre, si on est dans le vaisseau, oui, on pourrait s'attendre que le pilote entende le bruit de son vaisseau, entende le bruit de tête de ses canons qui tirent, mais pas forcément ceux des autres. Dans le cadre des batailles spatiales, quand on ferait des plans larges, on devrait s'attendre à voir justement des scènes silencieuses, mais ça perd un peu tout son attrait d'un coup parce que on a juste un film muet là de piou piou et encore on n'aurait pas les piou piou là mais je suis même Ça, pas c'est sûr la si on tient version un Lego. laser ça fait piou piou là. Pour mon dernier exemple, j'ai pris quelque chose d'un peu loufoque. J'ai choisi un univers que j'aime beaucoup, qui a toute une portion justement de son univers qui s'y porte. Alors c'est une portion sur plus une espèce. Pour l'univers, je parlais bien évidemment de Warhammer 40 000, hein, on me laisse parler de ce que je veux, donc fallait s'y attendre. Moi, je pensais que tu allais parler de Lord of the Ring avec Warhammer, du Seigneur des Anneaux, excusez-moi, avec les orques, pardon, pas avec Warhammer. Alors, j'étais comme mais en fait non, c'est Warhammer, j'y connais rien. Le problème avec Lord of the Ring et la règle du cool, c'est que Tolkien a vraiment très bien construit son univers. Il y a beaucoup de choses, tu sais, genre encore aujourd'hui qui sont discutées, les significations et tout. Par exemple, le symbole du Condor. Je vais éviter de partir en full nerd, mais le symbole du Gondor, qu'est-ce que ça représente, les différentes étoiles, par exemple, qu'est-ce que c'est un Maillard et donc qu'est-ce que Gandalf est. Bref. C'était trop. On allait partir sur un épisode de podcast de 2 heures si Loïc partait sur le Seigneur des Anneaux. Donc, il a décidé de rester sur Warhammer. Pour ce qui est, du compte, revenir à nos champignons, en l'occurrence, donc de Warhammer 40 000, on va parler, donc comme je disais, un peu quelque chose de loufoque. On a donc les orques, avec un K, c'est important, qui vivent justement par et pour la règle du cool. Alors, je vais pas m'étaler exactement sur qui ils sont, qu'est-ce que c'est exactement, mais faut imaginer des champignons humanoïdes, c'est genre mi-animal, mi-champignon, qui adorent se battre et qui vivent justement que pour ça. Genre leur objectif de vie, c'est se battre et trouver toujours quelque chose, un truc à se battre, sinon ils se battent. Maintenant, la règle du cool, elle va s'appliquer justement dans leur technologie et leur science. Alors, parce qu'ils ont quelque chose qu'ils appellent la force de la croyance, qui est d'une certaine manière, en fait, si assez d'orques pensent la même chose dans un espace proche, cela devient vrai. Donc c'est un peu comme une nouvelle force physique. C'est comme dire, il y a la gravité, il y a les champs électromagnétiques et il y a la force de la croyance qui fait que ça modifie la réalité dans une certaine proximité. Alors c'est dans une certaine mesure, là. Si jamais vous écoutez les fans, ils vont commencer à vous sortir, oui, non, mais ça change complètement tout l'univers. Non, c'est faux, là, ça a été plus ou moins discuté plusieurs fois, c'est relativement mesuré. Mais parce qu'ils ont quand même une certaine compréhension de la science. Mais ça aide en fait que le fait qu'ils se disent, ça a fonctionné pour que ça fonctionne. C'est genre les ondes positives, ils fonctionnent beaucoup là-dessus. Alors maintenant, comment ça va s'appliquer dans l'univers, et c'est ça que moi je trouve très drôle et que pour ça que je voulais en parler ce soir, c'est que ça va jouer sur l'effet par exemple des couleurs. Les choses qui ont une certaine couleur ne vont pas avoir les mêmes propriétés, ou en tout cas certaines propriétés vont être un peu exaltées. C'est-à-dire que si jamais ils ont un véhicule qui est peint en rouge, et de base le véhicule va faire vroom de façon plus rapide. Genre il va aller juste plus rapide. S'il y a quelque chose qui va être en bleu, ça va les rendre plus chanceux. Et s'il y a quelque chose qui est jaune, ça fait des plus gros booms. Si jamais il y a quelque chose de violet, c'est quelque chose de plus discret. Voilà. Et si jamais c'est vert, c'est les meilleurs parce que les orques sont verts. Voilà, très simplement. Alors maintenant, est-ce que c'est lié au fait que tous les Ferrari que j'ai pu voir étaient rouges ? Je ne sais pas, mais je quand même préfère poser la question. Voilà, donc c'est quelques exemples d'utilisation de la règle du cool. Justement, l'idée de qu'est-ce que c'est comme principe littéraire. Il y en a plein d'autres. On peut citer le film Bill et Ted, qui est avec Keanu Reeves, où justement, ils font de la musique et les personnages principaux finissent par en fait avoir la mort dans leur groupe de musique. Il me semble qu'elle fait des gros riffs de métal à la fin du dernier film. Très très drôle accessoirement. Si on reprend un autre film avec Keanu Reeves, on a justement John Wick, où il me semble à partir du 3e ou du 4e film, il commence à se protéger avec sa veste pour se protéger des balles. C'est typiquement l'arrêt du cool. On l'accepte parce que sinon il serait mort à la 4e minute du film, puis bon, ça serait un peu plat que genre ça s'arrête là. On a aussi, comme on l'a dit au début, les Fast and Furious avec un peu des fois certaines scènes d'action. Le coup il me semble qu'à un moment il drift sur la glace, puis il y a un sous-marin qui sort, puis il drift sur le sous-marin. Je pense qu'il y en a un où la voiture est finie presque sur la lune, hein. Genre dans les derniers là. Non, ou dans l'espace en tout cas, donc c'est la règle du cool. J'ai drifté sur le soleil. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire pour l'anecdote. Je voulais juste parler de ce phénomène parce que je trouve ça assez cool, puis comment ça peut impacter un peu en fait la science. J'aurais pu parler d'autres choses, j'aurais pu aussi parler de Halo, particulièrement avec les épées à énergie, mais ça se rapprochait un peu trop de Iron Man, c'est pour ça que je l'ai pas forcément abordé. Mais je pense qu'il y a plein de films qu'on aurait pu rajouter clairement dans ce genre de règles. Merci beaucoup Loïc pour cette chronique sur la règle du cool, chronique très cool du coup. Merci. Fait par des gens cool. Continuons sur la règle du cool. On se retrouve juste après une petite pause pour poursuivre avec l'entrevue.
sommes de retour pour ce deuxième segment de l'épisode 44 de La Tête à Papineau, le podcast de Bistro Brain. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Marika qui va nous présenter son invité pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci. Bonjour officiellement à Litzel. Bienvenue. Merci. Si je peux résumer ton parcours aujourd'hui, en fait, tu as étudié au Mexique où tu as obtenu un bac en technologie à l'UNAM, donc l'Université nationale autonome du Mexique. Puis tu es arrivé au Québec où tu as commencé une maîtrise en informatique à l'Université de Sherbrooke pour ensuite faire un passage accéléré au doctorat un an plus tard dans un cheminement en recherche en bioinformatique. Et donc, ton sujet de recherche porte sur les algorithmes qui permettent l'inférence des relations évolutives entre les gènes. Donc, un sujet complexe mais intriguant. Et donc, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours? D'où vient ton intérêt d'abord pour les sciences, pour l'informatique, mais aussi, comme on va en parler un peu plus tard, pour les arts? Bon, je dois répondre ça chronologiquement. Donc, lorsque j'étais au secondaire, en fait, je voulais devenir artiste. Je voulais être comme la prochaine Frida Kahlo, mais bien sûr, lorsque tu dis ça à tes parents mexicains, ça c'est non, 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 non. Impossible. Donc, je me suis commencé à intéresser par les sciences pendant que j'étais au secondaire. Puis, j'ai trouvé que je ne savais pas quoi faire de ma vie, donc j'étais intéressée par tout. Et j'ai trouvé que la bioinformatique, c'était quand même une science multidisciplinaire. Donc, j'ai décidé de prendre ce parcours pendant mon bac. Donc, j'ai commencé à étudier informatique appliquée, car toujours j'ai voulu faire quelque chose qui peut aider les gens. Donc, surtout, je m'intéresse comme à la fonction des gènes et comment est-ce que ça peut nous aider à prévoir certaines maladies, non? Comme c'était le cas de la COVID, que c'était un phénomène évolutif trop changeant. Et puis, c'est ça à qui je m'intéresse. Super. Et ensuite, tu passes de l'informatique vers la communication scientifique aussi. Donc, est-ce que tu as un élément clé dans ton parcours que tu t'es dit « Ah, je vais me lancer en communication scientifique, essayer divers formats ». Oui, je pense que ma première expérience en vulgarisation scientifique, c'était pendant ma maîtrise. J'ai participé au concours de vulgarisation scientifique de l'Université de Sherbrooke. Il n'y avait pas à ce moment-là de format en bande dessinée, mais j'ai participé en écrivant un roman, donc sur les algos appliqués à la phylogénétique des cancers des tumeurs. Donc, j'ai gagné les concours. Et puis, ça m'a motivé beaucoup à poursuivre ce chemin. En plus, j'ai toujours eu le soutien de mon encadrant, le professeur Manuel Lafont. Donc, lui, toujours, il m'a poussé vers ce chemin-là. Et puis, j'ai commencé à prendre des cours de communication scientifique au centre de recherche Plus de l'université. Puis, avec les cours d'Olivier Robin et Sophie Malavoie, qui étaient dans l'épisode passé du podcast, mon examen final, en fait, c'était de faire une présentation à Bistro Brain. Donc, une soirée à Boquevier qui était super. L'événement communication scientifique du 13 décembre 2023, si vous voulez aller l'écouter en rattrapage, tout est sur YouTube d'ailleurs. Est-ce que tu as un format que tu préfères justement? Tu parlais un peu de la BD, le roman. Là, tu parles un peu d'une présentation orale. Est-ce que tu as un média que tu préfères dans la vulgarisation? Oui, surtout le format graphique. Comme je dis, je voulais toujours étudier de l'art, donc c'est quelque chose qui est resté en moi. Sachant que je ne me sens pas trop à l'aise lorsque je fais des présentations, toujours malgré après toutes mes expériences en communication scientifique. Mais bon, en fait, l'événement avec Bistro Brain, ça m'a poussé aussi à essayer de pousser cette partie de présentation orale. J'ai même arrivé au concours de vulgarisation scientifique de ma thèse en 180 secondes. Ouais. Ici à l'université où j'ai remporté les volets anglophones. Puis je suis allée... Ah, merci. Je suis allée représenter l'université à la finale régionale de l'Est du Canada. Donc c'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup, mais toujours, je tiens plus au cœur le format visuel surtout. Qui est le plus cher dans ton cœur, pardon, c'est l'effet visuel, le graphique, la BD. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu travailles où tu mets plus de temps présentement? Oui, en fait, je suis en train de travailler sur ma thèse. Je vais faire un format de thèse trop particulier, si ça va être approuvé pour le département, bien sûr. Mais je vous donne un petit sneak peek. C'est que
En fait, ici à l'université, on peut faire une thèse par article. C'est-à-dire, chaque chapitre est l'un de tes articles. Tu dois juste rédiger une petite intro. Et ce que je veux faire, c'est de rédiger, au lieu d'une intro, le dessiner sous forme de BD. Donc, chacun de mes articles au doctorat, il va être accompagné d'une BD. Et mon idée, c'est de rendre la thèse entièrement sous format de BD. Même les remerciements, même l'introduction. Donc, chacun des parties de ma thèse, ça va être sous forme de BD. C'est génial. Et aussi, je trouve ça super intéressant que tu vulgarises ton projet en BD. On voit dans des articles de journaux, parfois des headers, une ou deux cases pour nous donner un avant-goût de plus en plus, mais des résumés, un tout comme ça. J'ai très hâte de voir où ça va venir. Je te souhaite bonne chance. Puis tu as aussi un autre volet. Donc, tu innoves beaucoup dans ta façon de présenter la science. En fait, même lorsque tu te présentes dans des congrès scientifiques où tu présentes une affiche, en fait, tu fais quelque chose de très particulier, c'est que tu les fais à la main. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Tu vas nerd out de plus, je pense. Parce que, en fait, c'était comme une tradition dans mon ancien labo, quand j'étais au bac au Mexique. Et on faisait tous les affiches faites à la main, c'est-à-dire on achetait juste un rouleau de papier, les couper, et juste prendre les acryliques, tu vois, et les feutres, juste pour dessiner nos posters qu'on a menés, en fait, au congrès scientifique. Donc, la première fois que j'ai commencé à faire, je me suis dit, bon, mais ça c'est pour moi, tu vois, c'est comme, tu es capable de résumer tous les outcomes de ta recherche ou les avancements de ta thèse juste sur un poster qui, en fait, ça attire plus l'attention qu'un poster conventionnel parce que tu vois quelque chose qui juste sort de l'ordinaire. Quoi. Comment les gens perçoivent ce type d'affiche-là, justement? C'est quoi ton expérience? Bon, j'ai eu de bons et de mauvais. Je vais commencer par les mauvais, bien sûr. Donc, la première fois que je l'ai fait, et comme j'ai dit, j'étais au bac. C'est une histoire que j'aime raconter parce qu'après, il y a un comeback. Donc, j'étais au bac et il y avait l'une des étudiants au doctorat qui était tellement vexée. En regardant mon poster, il disait comme « Comment tu oses présenter ça devant un public scientifique? Comment tu oses faire ça? Ça a l'air d'être comme un devoir de primaire, tu vois. Et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas scientifique. » Moi, j'étais tellement énervée et cette journée-là, j'ai pleuré. Mais après, j'avais toujours le soutien de mes encadrantes, tu vois. Mon encadrante, elle m'a dit, mais c'est juste lui qui est jaloux. Donc ne l'écoute pas, juste continue à faire. Si tu l'aimes, alors continue à le faire. Puis j'ai continué à faire mes affiches. Puis bon, ça c'était un congrès au Mexique. Mais lorsque les affiches ont commencé à sortir à l'international, donc il y avait des gens souvent les gens, la première question qu'ils me posent, est-ce que je peux toucher? C'est quand même bizarre. Attends, mais il y a quoi pour qu'ils se posent cette question? Bon, c'est juste de la peinture, c'est de l'acrylique. Donc, imagine, tu as un rouleau en papier, craft, puis il y a juste beaucoup, beaucoup de couleurs et les gens, ils croient pas que c'est pas quelque chose imprimé. En fait, ils sont pas habitués à regarder. Donc, chaque fois, ils me disent, je peux toucher, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Et je dis, bien sûr, oui, vous pouvez toucher. Donc, c'est quand même drôle que la première réaction ce soit ça. Je m'attendais pas trop à ça. Donc, et surtout, à chaque fois que je me rappelle de cet étudiant au doctorat, quand j'étais au Mexique, la dernière fois que j'ai présenté, l'avant-dernière fois que j'ai présenté mes affiches scientifiques, c'était en fait à l'MIT. Cette petite école, tu vois. Petite. Où j'ai pu juste mettre mon affiche, être moi. Et j'étais dans une conférence internationale en train de présenter à l'MIT avec mon poster fait à la main. Et il n'y avait pas de gens qui jugeaient, en fait. C'est ça qui m'a étonnée, c'est que les gens, ils étaient juste en train de dire... Bon, il y avait quelqu'un qui m'a dit, j'ai compris rien de ta recherche, mais je voulais juste connaître quelqu'un, parce que c'était dans un domaine complètement différent de le mien, tu vois. Mais il m'a dit, je voulais juste regarder qui avait fait ça, et je suis trop contente que ça soit toi, et félicitations, merci, tu m'as donné beaucoup d'espoir. C'est quand même des super belles réactions, parce que c'est sûr que tu aurais pu t'attendre à avoir un peu comme des scientifiques de la vieille école qui sont comme le faire en graphique, justement, BD, tout ça, c'est comme... Ça rend pas justice au domaine ou je sais pas trop. Puis en fait, c'est quand même beaucoup de personnes qui ont l'air super intéressées de le voir, puis limite de le publiciser, d'en faire la promotion, quoi. Oui, et je pense qu'on est aussi trop fatigué de
faire les affiches C'est sûr. de cette façon-là. Par exemple, je sais que l'université, si tu ne fais pas les formats institutionnels, par exemple, tu ne peux pas imprimer comme ça. Et je trouve que des fois, certains formats, par exemple la TS, ou par exemple le poster, ça nous rend trop encadrés, tu vois. On reste comme des carrés. Ouais. Tant que c'est vraiment ironique, car je trouve qu'en sciences, un des requériments, c'est de faire de l'innovation. Mais lorsqu'on fait de l'innovation, alors tu trouves des gens qui te disent pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait comme tout le monde? Et donc, c'est quelque chose que C'est moi, tellement vrai. j'aime pas. That's the point. Oui. On le fait d'oser d'autres formats. Le but d'une présentation par affiche, c'est d'entrer en contact avec les autres scientifiques, de citer la discussion, des réflexions. Donc, pourquoi pas varier ce genre de format-là? Donc, notre dernière question classique ici à Bistro Brain. Donc, pour toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation au Québec et ailleurs? Si jamais un jour je deviens doyenne de n'importe quelle université, je vous jure, Wallah, je ferai les cours de vulgarisation scientifique comme un cours obligatoire pour n'importe quel étudiant à la maîtrise ou au doctorat en recherche, surtout obligatoire. Car c'est vraiment quelque chose qui, dans mon parcours, ça m'a aidé, ça m'a ouvert des portes aussi. Mais je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose de réaliste. Car combien de doctorants et d'étudiants dans la maîtrise on ne trouve pas dans le chômage? Parce qu'ils aussi, ils ont du mal à transmettre qu'est-ce qu'ils font. Les compétences, c'est quelque chose qu'il faut savoir les traduire aux employeurs. Donc, ces jeunes, ils ne vont pas rester en recherche, mais aussi ils vont avoir le besoin de communiquer, par exemple, ce qu'ils ont fait pendant la maîtrise, ce qu'ils ont fait pendant le doctorat. Mais aussi, bon, ça c'est une partie, mais une autre partie, c'est que le Québec, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour faire la vulgarisation scientifique. En fait, je pense que c'est juste comme un spark, comme on dit en français. Une étincelle. Étincelle, oui. Donc, c'est juste une étincelle que je suis en train de regarder maintenant, mais je trouve et j'espère que dans les prochaines années, au Québec, il y aura des mouvements, grands mouvements en communication scientifique. Moi, j'étais étonnée vraiment lorsque je suis arrivée ici, bon, surtout pendant la maîtrise, de découvrir qu'il y a tellement d'opportunités que bon, ça continue à te faire rêver. Et c'est ça que tu veux aussi. Si tu vas former des scientifiques, tu veux des gens qui sont capables de transmettre la passion. Donc, c'est ça que la communication scientifique nous permet de faire. Aussi, de transmettre la passion et de démocratisation des sciences aussi, donc de le faire accessible à tout le monde. Mais je trouve que la passion, c'est important aussi parce que combien de fois on est capable de rêver pendant le doctorat? Presque pas. C'est qu'on oublie pourquoi on est là. On est tout le temps juste, je sais pas, dans les labos. Pourquoi je fais ça? En train de pleurer, tu vois. On s'est tous posé cette question, je pense, à un moment donné. Mais après, Un peu trop souvent, des fois. Tu vois, tu oublies pourquoi tu es là, parce que tu aimes la science aussi, mais aussi tu devrais aimer de la partager, tu devrais pouvoir être capable de juste exprimer cet amour-là, de le rendre aux gens aussi. Si on veut continuer d'être inspiré par toi, par tes différentes œuvres, où est-ce qu'on peut te trouver? Bon, et j'ai ma page LinkedIn, certainement, ça c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de faire grandir, donc je vous laisse là le lien. Mais aussi, récemment, j'ai commencé un petit projet sur Instagram. Donc, j'ai un petit profil Insta avec mes dessins comme des petits BD. Oui, aussi des autres types de dessins. Mais surtout, là-bas, je raconte un peu mes histoires de c'est quoi être une femme en informatique. Car mon domaine n'est pas caractérisé pour être Très féminin. Oui. Ouais. Et je le vis à chaque conférence que je parle, en tout cas. Donc là-bas, il y a beaucoup de petites histoires aussi de moi pendant le doctorat. Donc si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, donc je vous laisse le lien là-bas. Les liens seront en description de l'épisode. Mais merci beaucoup, Alicelle. Et moi, ça me redonne espoir qu'on a le droit de penser hors de la boîte et que ça peut aller de l'avant dans des nouvelles directions. Yeah.
Merci à vous. Merci beaucoup à Litzel pour cette super entrevue. C'était vraiment très inspirant. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. On va terminer notre épisode et notre saison avec un grand remerciement. D'abord à nos participants d'aujourd'hui. Merci Loïc, merci Marika, merci à Litzel pour avoir été présent. Et un gros remerciement également à notre auditoire. Oui, vous, chers auditeurs, qui nous écoutez peut-être depuis le début de ce podcast, donc depuis 5 ans déjà, ça passe très vite. Et 44 épisodes. Merci d'être toujours présents, merci de nous écouter fidèlement ou pas, mais on espère très fidèlement. Merci à toute l'équipe de tout le podcast de cette année, à tous nos invités. Et on finit avec notre traditionnelle invitation aux prochains événements, parce que non, notre saison à Bistro Brain n'est toujours pas finie. Donc à Sherbrooke, le 11 juin prochain, au Bocquet-Bière, nous aurons les grandes découvertes de l'UDES à 17h. Surtout, venez nombreux, ça va être génial. On va avoir plein de profs, plein d'étudiants qui vont venir nous présenter les plus grosses recherches et les plus grandes découvertes faites à l'université de Sherbrooke cette année. Oui, Loïc. On a aussi la mairesse de Sherbrooke qui a un flash talk. Tout à fait, la mairesse de Sherbrooke, donc Evelyne Baudin, qui a un flash talk à ne pas manquer également. Venez nombreux. Le 4 juin à Québec, nous aurons un autre événement au bar le Ninkasi à 17h qui s'appelle Réussir à l'université. On vous attend également nombreux pour construire cette belle communauté Bistro Brain à Québec qui ne fait que démarrer, j'en suis certaine. Et pour terminer, je vais le dire encore une fois, un grand merci à tous pour votre écoute et on se retrouve probablement l'année prochaine pour une future saison de La Tête à Papineau.